Bonjour à tous, bon après-midi, bonsoir, où que vous soyez. Je m'appelle Santiago Report et je suis chercheur dans l'Institut des études de développement. Je vous accueille donc dans ce webinaire et on va voir l'engagement de la communautaire en cas de pandémie. Pour ceux qui ne connaissaient pas la plateforme sociale humanitaire, nous voulons que les sciences sociales soient opérationnelles et en action. On veut réunir les spécialistes de sciences sociales, anthropologues et les praticiens humanitaires pour identifier les questions auxquelles il faut répondre en cas d'urgence. Nous sommes fondés par le SCFDO et par le Wellcome Trust et ce webinaire aussi démarre une communauté engagée dans la préparation qui se centre sur les zones urbaines en utilisant des méthodes ethnographiques. Les leçons que nous allons partager aujourd'hui vont rendre la recherche plus précise et basée sur les expériences. Dans ce webinaire, on veut questionner ce qu'on veut dire par communauté, engagement communautaire dans différents contextes, surtout pour la préparation d'une prochaine pandémie ou épidémie. Et on se focalise sur l'équité et la justice. On veut parler de COVID-19, mais aussi des expériences avant la COVID-19. Alors, on veut adresser les questions suivantes. Ce que veut dire communauté et engagement communautaire en pratique dans les différents contextes, ce qui a bien marché ou ce qui n'a pas marché en termes de résultats, en termes d'équité et ce qu'il faut avoir en place si on est frappé par une nouvelle épidémie. Et quel est le type d'engagement communautaire nécessaire pour soutenir les activités de préparation et pour renforcer le rôle des acteurs de la société civile et les acteurs nationaux pour cette réponse. Nous avons 6 orateurs conférenciers du monde entier pour répondre à ces questions, mais avant, on veut réfléchir sur comment on peut se baser sur le travail qui a déjà été développé. Merci Santi. Bonjour à tous. Je m'appelle Megan Schmidten. Je suis chercheuse dans l'Institut des études de développement pour la réponse et préparation aux épidémies et surtout en zone urbaine. Et nous avons fait un rapport sur la préparation à la pandémie pour le monde entier et les répercussions de la pandémie de COVID-19 et le problème des inégalités qui ont été perçues. Donc, le service de soutien a été mal distribué par la population et parfois ce n'était pas adéquat, surtout en ce qui concerne les populations les plus vulnérables, ceux plus marginalisés par la géographie ou par l'exclusion en termes de genre ou d'ethnicité. Et aujourd'hui, on va se centrer là-dessus et on a une crise qui a des coûts, mais c'est aussi une opportunité pour apprendre et le rapport nous montre qu'on a besoin d'un programme pour faire face aux réponses sur 3 axes. Le personnel de santé doit être plus flexible pour répondre aux questions de santé, créer un espace pour différentes formes de connaissances, avoir des politiques d'action et renforcer la résilience dans les communautés et renforcer nos institutions pour qu'elles soient dignes de confiance et permettre aux populations de leur faire confiance et embrasser un nouveau type d'éthique de pandémie qui considère non seulement la bioéthique, mais aussi le contexte des questions sociétales, surtout les inéquités et la distribution des pouvoirs
et nous allons nous efforcer de la part des institutions et les comités. Je passe la parole à ma collègue Catherine qui va vous en parler. Je suis chercheuse dans l'Institut et le IDS parle de préparation à l'épidémie et engagement des communautés et comment l'engagement des communautés peut se produire. Nous avons un projet qui a commencé avant la COVID et c'est un projet qui a un financement d'un trust fund et quels sont les résultats liés au contexte et l'apprentissage des communautés et le renforcement des régulations COVID et comment faire face à la pandémie. Et il faut décrire les symptômes et comment l'expérience nationale peut nous aider. On a aussi de l'expérience qui peut être mise à profit et fournir du connaissance anthropologique pour faire face aux pandémies. Et la préparation à la pandémie, on a 25 pays et des recherches qui sont menées, comment les personnes pensent qu'il faut répondre à ces crises. Et ça nous donne l'opportunité de voir quelles sont les questions clés dans certaines situations et les résultats et pour assurer une bonne réponse et engager les communautés pour avoir une réponse effective. Et ça, c'est ma recherche et on veut faire face aux épidémies. Et en 2011-2016, nous allons voir aux bénéfices de la participation à cette recherche pour voir des modèles de gestion et voir comment on peut utiliser ces connaissances pour de futures pandémies. Merci Catherine. Mais quelques questions pratiques concernant la traduction. D'abord, je veux remercier Umit Zaiden et nos traducteurs, interprètes Pierre et Anna et Danilo et Dragoman Translations et l'organisation de cet événement. Et si vous voulez accéder à la traduction, vous avez un petit globe, vous pouvez cliquer dessus et choisir la langue qui vous convient. Et vous avez une option pour retirer la langue de l'orateur original pour ne pas dupliquer la traduction. Et je voudrais demander aux orateurs de parler lentement, d'essayer de parler clairement pour faciliter la traduction. Et il est important de changer de canal quand l'orateur change de langue, puisque nous avons des orateurs en français et en anglais. Et nous avons une discussion ouverte à la fin, donc les personnes peuvent inscrire leurs questions sur la messagerie et vous allez pouvoir intervenir à nouveau et comme ça éclaircir tous vos doutes. Nous allons commencer avec Lead Round, délégué de l'engagement de la communauté et de la prévention de risques et nous sommes prêts. Merci Santi, bonjour à tous et à toutes. Moi c'est Yali. Yali Zauna, voire Sitaknena, déléguée en engagement communautaire et redevabilité avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Mes excuses, j'ai dû changer d'internet parce que l'autre s'est planté un peu. Je ne sais pas, Santi, si quelqu'un pourrait mettre ma présentation
parce que je n'arrive pas à avoir accès à mon ordi. Là, j'utilise le téléphone. Allô? Vous avez essayé de partager votre écran, de projeter votre présentation? Je dois me connecter encore. Once again, Santi, I have some issue with the internet, so it's on it's my phone. Je suis sur mon téléphone. Oups. Merci beaucoup. OK. Alors, comme il a été annoncé, nous allons en fait parler de l'aspect de l'engagement communautaire pour la préparation aux épidémies et pandémies. C'est bon, je peux continuer, s'il vous plaît? Je n'arrive pas à avoir le retour. C'est parfait pour nous. C'est parfait, on voit bien, on peut, et on entend correctement. Merci beaucoup. Alors, next slide, please. Tous les membres de la communauté, en fait, ne sont pas identiques si on veut parler de la communauté. Et au sein des communautés entre elles, il existe un large éventail de besoins, de perceptions, de capacités et de risques en fonction de ses propres expériences et environnements. Je pense que nous passons déjà au prochain slide, s'il vous plaît. Next slide, please. Et du coup, par conséquent, dans notre travail, communauté fait référence à tous les groupes divers qui composent une communauté, y compris les femmes, les hommes, les garçons et les filles, que ce soit les personnes handicapées, les différents groupes ethniques, les minorités sexuelles et de genre, les groupes marginalisés ou à risque. Ce terme inclut également les représentants de la communauté, tels que les dirigeants locaux, les organisations et les autorités. Et nous que nous tenons compte des différentes spécificités socioculturelles de chacune d'elles pour entretenir les relations de confiance. Slide. Donc, je n'arrive pas à voir les présentations bouger. Je ne sais pas si c'est simplement de mon côté. We're in the pourquoi engager les communautés. Allô? Yali, can you hear me? So we are now in the slide that says why, pourquoi engager les communautés. Can you hear me, Yali? On est sur le numéro 3. Oui. Oui, on entend. OK. Thanks a lot. Alors, je voulais juste, parce qu'on a parlé de la communauté, et mettre en exergue le fait pourquoi on veut s'engager avec les communautés. Donc,
Donc, je voudrais juste en fait mettre en exergue ces quelques points. C'est-à-dire le fait que nous devons nous engager auprès de tous les groupes de personnes pour comprendre leurs besoins spécifiques, leurs préférences et leur situation. Et personne ne connaît mieux la communauté que les personnes qui y vivent. Lorsque nous nous appuyons sur cette connaissance et cette expertise locale, c'est pour planifier. Et nous avons beaucoup de chance de bien faire les choses et de fournir un soutien. Sans la confiance, les gens peuvent être susceptibles de ne pas s'adresser à nous. De ne pas utiliser nos services, de ne pas croire les informations que nous partageons, ou bien de ne pas accueillir les gens qui travaillent avec nous en toute sécurité dans leur communauté. Donc, juste pour mettre en exergue parce que nous allons parler de prévention, que les personnes touchées par une crise ne sont pas impuissantes. Mais nous avons besoin de renforcer l'appropriation et la résilience. Elles sont généralement les premières à intervenir dans le cadre d'une crise. Et possèdent des connaissances et des compétences qui peuvent garantir une aide pertinente. Next slide, please. Et c'est là que nous voudrions en fait expliquer un peu. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a fonctionné quand on avait effectivement engagé les communautés. Donc, la stratégie qui a le plus marqué, c'était celle qui était en fait, qui se reposait sur l'écoute. Ce qui se reposait sur l'écoute. Et par rapport à cette écoute, il y a eu les communications à distance. Cette communication à deux sens a permis de faire des dialogues ça a permis de comprendre les communautés, comment ils perçoivent telle situation. Ça a permis aussi de prendre en compte leurs suggestions et leurs capacités. Il y a eu aussi la collecte et l'analyse de feedback.
ce qui a permis de vraiment revoir les croyances, comme les croyances, les craintes, les rumeurs. Et ces informations ont vraiment éclairé les autorités sanitaires. Et ceci aussi a beaucoup façonné les stratégies de communication. L'identification et la promotion des solutions communautaires. Ça a vraiment ça a permis de mieux gérer et encourager la participation active. Et si nous parlons de ce qui n'a pas vraiment fonctionné dans le prochain slide, c'est qu'il y a eu beaucoup de peur qui a été créée par les communications. Et ça a été présenté ou manifesté à différents niveaux. Et il y a eu, par exemple, la peur de nouveaux vaccins, ses effets secondaires. Beaucoup de réticence dans ce sens. Et la non-maîtrise de l'infodémie aussi a créé la prévention. La fatigue pandémique et comportementale y compris. Il y a eu beaucoup de retard aussi au début, bien du tâtonnement dans la Et il y a eu des incompréhensions concernant la poursuite des messages. Et c'est encore le cas, par exemple, ici où il y a eu la fin de l'urgence sanitaire mondiale. Mais si on passe au prochain slide pour parler de quel type les types d'engagement communautaire qui doivent être mis en place lors de la prochaine épidémie. C'est plutôt une approche centrée sur les personnes qui donne la priorité à la compréhension des connaissances, des capacités, des préoccupations. Ceci afin de permettre l'adoption des actions et d'améliorer les résultats et aussi l'impact. Une action équitable devrait se faire. Des approches intégrées aussi devraient être accessibles, culturellement appropriées et l'égalité des choses. La présentation de tous les groupes dans la prise de décision locale doit être une priorité. Préparer une réponse localisée
les actions menées au niveau local pour diagnostiquer les obstacles et trouver des solutions fiables sont vraiment essentielles pour créer des stratégies efficaces de demande et d'utilisation. Miser aussi sur les données mises à jour. Les outils adaptables permettent de recueillir les réactions ou bien les feedbacks, les feedbacks, les points de vue et les craintes des communautés pour instaurer un climat de confiance. Donc, on se demande en fait dans le prochain slide, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour renforcer le rôle des acteurs nationaux. Donc, dans cela, on parle du fait que ce serait bien, c'est d'avoir une cartographie claire des différents intervenants locaux. Actuellement, on parle de plus en plus de localisation comme un besoin. Mais j'ajouterais dans notre contexte le besoin de localisation des recherches qui donne la priorité aux besoins des communautés pour une crise qui s'appuie en fait sur les connaissances, les compétences et les ressources locales existantes. Ce serait bien aussi d'avoir un système qui assure une activation des ressources et cela en premier lieu les ressources humaines. La prévision financière. Une prévision financière qui prévoit toujours en fait d'abord la préparation, mais aussi le déploiement. Ce serait une aide pour pouvoir en fait préparer les personnes locales. Je n'entends plus la traduction en anglaise, mais on a aussi besoin de documenter les passages de campagne, de savoir quelles sont les campagnes qui marchent et quelles sont les stratégies qui réussissent. Et je pense aussi que dans le dernier slide, on a d'autres domaines généraux, mais qui touchent l'engagement communautaire. C'est de renforcer les capacités globales de préparation aux épidémies, y compris par un soutien ciblé au développement des capacités des sociétés nationales, pour la Croix-Rouge par exemple. Et dans des domaines plus techniques tels que les soins intensifs et la santé mentale. On devrait aussi renforcer les capacités générales en matière de préparation aux épidémies, le soutien dans la conception de programmes de santé communautaire, et ceci pour pouvoir améliorer les messages et les modalités de communication. En améliorant les liens entre les services de santé de premier secours à base communautaire et les services de santé de premier secours. Donc,
Merci beaucoup à toutes et à tous pour l'attention. Oui, donc je devais en fait avoir la connexion des diapositives que je n'ai pas eu tout de suite et je m'en excuse. Et je vais demander donc au prochain orateur de voir comment en fait on peut travailler en ce qui concerne les services des Nations Unies à ce niveau. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Donc, c'est pour vous dire, mon nom est Moni et je suis basé en fait en Afrique et je m'occupe des différents services à ce niveau en Afrique. Je vais, si vous me le permettez, me concentrer sur les services collectifs qui ont été donnés aux différents pays et à l'expérience que nous avons eue en fait ce qui concerne les différents engagements et dans les différents contextes, comment on a vu les différentes collaborations qui ont été faites dans les différents pays. Et pour résumer donc ces différentes études collaboratives pour améliorer donc les compétences et la qualité des approches communautaires et comment on peut accélérer les choses au niveau des collaborations de manière donc consistance au niveau local. Ceci est très important donc par rapport aux mesures que l'on doit prendre et par rapport aux différents partenaires principaux qui en fait aident les gouvernements, l'UNICEF, aide et GUREN. Donc, nous voyons comment on peut aider les partenaires et les différentes personnes et comment on peut travailler dans les services collectifs à ce niveau. Et on voit comment on peut en fait voir à ce niveau les différents partenaires et les agences en termes de ce sport actif et de cette aide. Nous avons en fait trouvé soit l'aide en personne, soit à distance. Et donc, par rapport à ces différentes questions qui, en fait, gèrent le COVID-19 et en ce qui concerne Ebola, par exemple, la détection d'Ebola, EVD, et en fait, ce qui concerne le choléra et d'autres maladies qui se propagent dans les régions qui nous concernent. Donc, en Érythrée, par rapport à ces coordinations à ce niveau, et par rapport aux sciences sociales, et ceci par rapport à la Nabil, dans en fait la possibilité d'apporter donc un soutien en Somalie aussi par rapport à l'engagement de la communauté et la coordination à ce niveau des mécanismes pour l'appui et pour l'établissement à ce niveau des différentes questions et en fait en donnant ainsi donc une aide comme au Zimbabwe avec les mécanismes d'aide à la communauté en ce qui concerne la coordination de la population et aussi en ce qui concerne toutes les aides et donc pour la préparation au virus Ebola en Ouganda et aux réponses que l'on trouve ici sur la liste des pays comme le Burundi, le Kenya, la Tanzanie et donc le Kenya, la Tanzanie, tous les pays frontaliers et le sud du Soudan, pour les mentionner, donc qui sont les pays frontaliers de l'Ouganda. Et c'est là que nous déployons des équipes qui peuvent en 72 heures intervenir et trouver une réponse donc par rapport au choléra, par rapport à Ebola et par rapport en fait à la crise des réfugiés au Soudan et en particulier par rapport à toutes les menaces qui en découlent pour la Zambie, le Mozambique
et pour les autres pays qui suivront dans cette initiative. Et en fait, il y a des services collectifs qui sont importants par rapport à la communication, par rapport aux questions stratégiques. Et cela rend les choses possibles parce que nous avons 4 priorités stratégiques qui nous catalysent en fait les différentes approches à ce niveau en améliorant la qualité, l'harmonisation au niveau du plaidoyer et l'optimisation en fait de l'intégration de ces ressources pour la gestion des risques au niveau de la communication et de la communauté. Et donc par rapport à ces perspectives et avec des politiques bien formatées par rapport à l'efficacité, et nous voyons donc comment la communauté peut améliorer la qualité et la consistance à ce niveau. Et tout à fait, ceci est très important pour renforcer les capacités par rapport à ces différentes questions. Je vais donc aller un peu plus loin par rapport à l'engagement de la communauté à travers les mécanismes de feedback de la communauté. On essaie en fait d'écouter, on analyse la société, et ceci est très important à ce niveau pour voir comment les programmes sont actifs à ce niveau par rapport aux questions donc, qui sont soulevées par la communauté, la collaboration que l'on peut y trouver, et aussi par rapport au programme et aux expectatives. Donc, on voit un petit peu ce qui est important par rapport à ces questions. Il y a 5 questions importantes qui sont de types différents. En fait, ce sont les rumeurs, les observations, les croyances et tout ce qui vient en fait se grever sur ces différentes questions. On peut en fait ce que les gens pensent, ce dont ils parlent, et est-ce que c'est une vérité ou est-ce que c'est une croyance? Et puis, on voit les différentes questions qu'ils se posent de la communauté, quels sont les différents problèmes qu'il faut, en fait, pour lesquels il faut trouver une solution. Et puis, il y a beaucoup de questions à ce niveau, voir comment on va gérer cela et essayer de trouver quelles sont les questions qui viennent de la communauté dans les plateformes par rapport à ces questions, et comment on pourra en fait les résoudre à travers la plateforme. Ceci est très important. Ce n'est pas toujours très clair pour eux d'un point de vue scientifique, et en fait par rapport à la perspective informelle, toutes les suggestions qui viennent des communautés sont importantes, mais il faut en fait les questionner, voir si elles sont valables et voir ce que l'on peut faire à ce niveau. Et puis, voir quelles sont les incidences à ce niveau, comment les choses vont évoluer, les différentes plaintes, les différentes observations, les équipes que nous avons déployées sur le terrain et les commentaires qui vont en fait éclairer le travail que nous devons faire, et voir comment nous allons en fait traiter ces questions par rapport à ces différents problèmes. Comment nous allons en fait essayer d'écouter le travail des communautés et voir comment les choses sont possibles et comment on va le faire, comment on va avoir, dirons-nous, une écoute par rapport à ces différents moyens, voir comment on pourra avoir une formation et un engagement en ce qui concerne la communauté, et voir quels sont les échos que les personnes vont donner et les analyser par rapport aux besoins sur place, et voir comment on peut agir pour aider par rapport aux échos que l'on a eus. Et nous voyons donc comment nous pouvons revenir donc avec des solutions qui feront la différence en les accompagnant. Et donc ceci, nous essayons donc de voir comment on peut gérer les choses en fait avec les équipes, comment on peut apporter un soutien, comment on peut apprendre à partir de la communauté en ce qui concerne ces questions, et par rapport en ce qui concerne les préférences, par rapport au personnel, et voir comment on peut utiliser les différents canaux en fait pour
essayer de comprendre ce qui se passe et essayer, comme je vous l'ai dit, d'utiliser ces échos et ces feedbacks qu'on a eu de la communauté pour voir où on peut agir et où sont les problèmes et quelles sont les questions qui doivent être traitées par ces comités. Et grâce à ces échos, grâce à ces feedbacks et ces retours que nous avons, nous pouvons travailler sur place et voir comment les choses peuvent évaluer à ce niveau, évoluer, voir comment on peut comprendre, quelles sont les questions clés, quelles sont les choses que l'on peut en fait faire évoluer par rapport à ces questions. Et on va travailler avec les différentes communautés à ce niveau. Et lorsque l'on aura fini avec ces actions, nous allons voir comment nous allons gérer cela, dans quel angle est-ce qu'on va en fait voir par rapport au cet écho commun. Nous avons noté en fait que les communautés sont en fait normalisées et on a une approche et nous avons besoin en fait de mettre au point des processus par rapport à la COVID-19 et pour bien comprendre le travail des agences et voir comment les pays peuvent s'adapter durant les épidémies majeures. Il y a beaucoup d'analyses de contexte avec une cartographie pour bien comprendre quelles sont les structures des communautés à ce niveau. Et puis après, en cartographiant, nous allons voir comment nous allons travailler à ce niveau et voir comment on pourra apporter un appui à ce niveau par rapport au programme et par rapport à l'efficacité pour avoir donc une cartographie qui soit efficace, comme je vous l'ai dit, et pour pouvoir apporter donc l'aide nécessaire et qui soit en fait une aide responsable et qui nous permette de prendre les choses en main. Et dès que possible, il faut voir comment on va travailler ensemble. Parce qu'une fois que vous travaillez avec les communautés, elles sont en mesure de s'engager, de traiter les problèmes et de prendre en main les choses, de communiquer et de voir comment, avec les opportunités, on peut proposer aussi les différentes questions pour résoudre les problèmes et trouver les bonnes réponses avec des objectifs qui seront en fait en place et qui nous permettront d'aider la communauté à ce niveau. Et de plus, il faudra voir les mécanismes avec la communauté qui sont très importants parce que parfois, ils peuvent nous dire quelles sont au niveau réaliste les opportunités qui existent à ce niveau par rapport à la plateforme et voir ce qu'elles peuvent faire et ce qui est possible et ce qui, avec leurs moyens, ils peuvent trouver les canaux de communication dans les communautés qui sont en fait viables pour tous. Et ça, c'est très important pour avoir donc accès aux communautés. Et je crois que les ressources sont très importantes, humaines, mais aussi financières, pour pouvoir trouver des solutions par rapport aux communautés. Ceci est très important par rapport à ces capacités et voir comment on peut cibler ces différentes questions et comment on peut capitaliser sur les ressources s'il y a d'autres choses à ce niveau. Quels sont les outils que l'on va utiliser et voir comment on peut y arriver à ce niveau par rapport à ces outils pour les utiliser en ayant des capacités par rapport au système. C'est quelque chose qui nous amène en fait à une durabilité avec la communauté afin que chacun connaisse l'existence, de savoir comment on peut utiliser la communauté pour résoudre les problèmes et que l'on peut insister et comment on peut partager l'information, qu'elle soit confidentielle ou pas, et avoir aussi un appui pour utiliser en fait ces différentes ressources qui existent sur place. En fait, on peut traduire ces échos qui nous permettent de voir comment nous pouvons agir sur ce qui nous a été envoyé. Nous savons en fait que ceci est très important et que l'on prenne les actions nécessaires à ce niveau. Ceci est important par rapport à ces différentes questions
Et ce n'est pas uniquement d'une certaine manière, mais par rapport à ces questions, ceci est très important et à la manière dont on va gérer ces questions et d'être importante à ce niveau par rapport aux différentes qualités dont on a besoin pour gérer le problème. C'est quelque chose qui nous permet de voir comment la confidentialité est importante. Et voici donc quelques-uns des exemples que nous avons eus en Afrique du Sud, par exemple, où nous avons en fait aidé les personnes pour les inondations qu'ils ont vécues et nous avons fait des évaluations de terrain avec les équipes d'appui, avec les communautés, les structures de communauté. Et nous avons mis au point, en fait, un système interagent pour coordonner les différentes communautés et pour pouvoir travailler avec elles en ce qui concerne la compréhension donc, des différents partenaires qui nous permettent de gérer ces questions, voir quelles sont les réponses à ce niveau et comment, au niveau interagence, on peut avoir des mécanismes par rapport aux volontaires et par rapport aux réponses que l'on peut apporter. Et cela veut dire quelles sont les actions, quels sont les différents problèmes et les suivis à ce niveau. L'habilité, en fait, par rapport à l'adaptation au contexte, voir comment on peut trouver, en fait, des systèmes de logement qui s'adaptent aux situations d'urgence. Et donc, ceci est un autre exemple. Au Malawi, par exemple, que l'on a apporté au Malawi lorsqu'il y a eu en fait une épidémie de choléra par rapport au renforcement des capacités de la communauté et de voir comment on peut gérer ces questions. Ce sont des canaux et des approches qui fonctionnent très bien pour les communautés et qui nous permettent de mettre en place de nouveaux systèmes et et ne pas avoir des systèmes qui soient trop coûteux et qui nous consomment beaucoup de temps. C'est quelque chose d'important par rapport à ces données et par rapport au choléra, par rapport au COVID-19 et voir comment, avec la communauté, nous pouvons comprendre ces questions et faire en sorte que l'on puisse avoir donc des défis qui nous permettent de changer les pratiques à ce niveau. Donc, par rapport au groupe des points focaux, on peut avoir une réponse en commun et aller beaucoup plus en profondeur dans la réponse qu'on peut aller en ayant différentes enquêtes qui sont faites en ce qui concerne ce qui se passe, par exemple, à tout ce qui s'est passé donc à Salima et par rapport et à Mangochi, par rapport aux évaluations qui ont été faites sur les problèmes de santé, les comportements par rapport aux patients du choléra et leurs familles, et voir comment on peut, en fait, grâce à ces informations, alimenter les structures de décision. Mais ce qui est vraiment nécessaire, c'est en fait de renforcer donc ces cartographies donc avec les différents groupes de travail, avec le gouvernement, avec les différents partenaires sur place et de voir comment on peut avoir des ressources déployées. Ceci est très important en ce qui concerne les mécanismes de feedback, d'écho entre les agences et où on est en fait une coordination à ce niveau et d'avoir des renforcements des capacités dans certains contextes et pour les communautés en particulier, pour qu'ils comprennent bien donc quels sont les différents messages et qu'ils comprennent comment on peut en fait s'adapter à un contexte changeant par rapport à ces épidémies. Et donc que les communautés soient toujours en avant du problème et qu'elles aient en fait une vue à long terme. Ceci est très important par rapport aux lignes directrices. Et on peut déployer ainsi ces différentes questions, les documents qui sont importés, les lignes directrices qui vont nous permettre d'éviter en fait des redites
et d'éviter les catastrophes pour les familles. Et donc, aussi des communautés actives qui vont nous fournir les informations nécessaires à ce niveau et des actions robustes qui peuvent aider par rapport à tout ce qui est important par rapport aux questions stratégiques et quels sont les piliers de stratégie de cette évaluation des risques et de la manière dont on travaille avec la communauté de manière continue et pour pouvoir en fait recueillir les données et aussi pour faire un plaidoyer à ce niveau et on peut analyser les choses dans un format et pour les différents outils disponibles et donc afin de trouver une solution et une manière et de gérer les choses, en fait, on trouve le chemin nécessaire donc à travers le plaidoyer pour aider les communautés par rapport à toutes les questions qui surgissent et les aider. Ça, c'est très important. À travers des partenaires, à travers les différentes personnes et avec différents systèmes qui nous permettent de voir comment on peut comprendre la communication entre les partenaires et qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau. Et pour savoir ce qui se passe et quel est le dialogue qui se passe entre les différentes gestions de risques sur le terrain et voir ce qui est important. Donc, c'est quelque chose donc, par rapport aux impacts et c'est un des piliers, en fait, au niveau de la politique consistante que l'on va adapter par rapport à la gestion des risques dans n'importe quel type de problème auquel nous sommes confrontés par rapport à la COVID, par rapport au choléra, par rapport aux différents problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous avons besoin d'un appui à ce niveau, mais c'est important. Ceci nous permet de comprendre quels sont les différents plaidoyers que l'on peut en fait mettre sur pied, qui sont un pilier qui nous permettent de répondre aux questions à ce niveau. Et par rapport aux engagements communs, c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup de votre attention. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Ngone. C'est très intéressant. Et on va en fait, nous allons en fait avancer à l'orateur suivant. Nous avons Ashley Ouvrier, qui est aussi une chercheuse donc, à Marseille pour les laboratoires, et Philippe Canel à ce niveau, et Annalise Roule, qui est une gestionnaire de projet en ce qui concerne dans la ville de Marseille. Et quand vous êtes prête, on vous donne la parole. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Je vais mettre le PowerPoint pour être sûr que vous puissiez le voir. Ah oui. Est-ce que vous accédez bien au PowerPoint? Je crois qu'il faut fermer. Je ferme quoi comme fenêtre? Ouais. Oui, on vous entend très bien. On vous entend très bien, on voit le PowerPoint. Merci beaucoup. Alors, donc effectivement, moi je suis chercheuse en anthropologie. J'ai travaillé notamment avec Santiago et Megan pendant la crise de la Covid, mais également avec les personnes qui sont présentes ici de la ville de Marseille, donc Alix Ruleux, mais aussi Philippe Cano, Ingaji et Sébastien Azibi. Ce que je vous propose de faire, c'est de vous donner quelques éléments de contexte sur finalement le contexte politique français, dans quelle mesure on ne parle pas forcément en France d'engagement communautaire, mais on parle autrement, en fait, si vous voulez, des actions menées auprès des communautés discriminées et des populations qui souffrent d'inégalités dans les quartiers populaires. Et après, je vais donner la parole à Alix Ruleux qui rentrera plus dans les détails des leçons de la pandémie à Marseille. Voilà.
Alors, comme je vous le disais, si vous voulez, en France, la notion même de communauté et un peu toutes ces déclinaisons, approche communautaire, représentant communautaire, engagement communautaire, ne vont pas de soi en France. Et alors, outre la question de la traduction linguistique, le fait qu'en France, on a des habitudes linguistiques différentes des habitudes anglo-saxonnes, il me semble qu'il y a deux raisons pour lesquelles on ne mobilise pas forcément ce terme, et c'est éminemment politique, c'est-à-dire qu'en France, le modèle de gestion politique de l'immigration se fait dit par le modèle d'intégration des immigrés, à la différence de l'approche dite communautaire que valorisent les pays anglo-saxons comme le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Ce modèle a tendance, avec une montée de plus en plus importante d'une posture politique conservatrice, voire nationaliste, de droite, voire d'extrême droite, à associer la notion de communauté à celle de communautarisme, c'est-à-dire l'idée que si les personnes issues d'une même communauté se réunissent entre elles, il y a quelque chose d'anti-républicain. Pour autant, il existe des politiques qui s'apparentent à des activités et des savoir-faire relevant de l'engagement communautaire, mais à travers d'autres dénominatifs. Je vais vous faire une courte présentation de tout le travail qui a été fait dans ce domaine en France, qui est important, qui a une culture de lutte sociale et de lutte contre les inégalités de santé qui est importante. Et après, je passerai la parole à ma collègue Alix. Est-ce qu'au niveau de la traduction, ça va? Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, en fait, en France, on va plutôt parler de médiation en santé, de père aidance, et j'ai envie de vous dire aussi d'activisme médical, pour être un peu plus clair, car, encore une fois, même si le vocabulaire arrive en France sur l'engagement communautaire, l'approche communautaire, il y a eu 1000 autres façons d'agir sur les inégalités de santé, à commencer par la médecine, pour le coup, communautaire des années 60-70, où déjà de nombreux médecins s'inquiétaient des inégalités de santé, notamment dans le milieu ouvrier, et ensuite, et qui ont déjà commencé à travailler en questionnant le milieu ouvrier, en intégrant les secteurs du milieu ouvrier pour pratiquer la médecine, mais également en mobilisant aussi ce qu'on a appelé des femmes relais, notamment dans le cadre de l'immigration post-coloniale, lorsque de nombreux ouvriers français sont devenus des ouvriers immigrés des anciennes colonies, et qu'à ce moment-là, il a fallu aussi travailler sur l'accès aux droits de ces personnes, la culture de la santé française, voilà. Et donc, des femmes ont été mandatées pour notamment faire le lien et permettre à ces personnes de pouvoir accéder correctement aux services de soins. Enfin, il y a eu, comme c'est le cas partout dans le monde et dans vos pays respectifs, la grande révolution de la lutte contre le VIH, SIDA, qui a apporté un changement majeur dans la manière dont on a commencé à soigner et à s'adresser aux populations discriminées. La médiation en santé en France a également été importante dans ce contexte-là, plutôt activiste. Enfin, il y a eu, parallèlement à cette action, aussi toutes les actions menées dans les milieux de lutte contre les discriminations liées aux troubles mentaux, mais également toutes les associations de réduction des risques des usagers de drogue. Donc, à mon sens, il y a aussi tout ce contexte qui est important et qui a créé en France, qui a permis de créer en France en 2017 un référentiel, donc un statut officiel de la haute autorité en santé
de la médiation en santé. À la fois, c'est un statut professionnel, mais c'est aussi une manière d'agir. Elle est profondément associée à l'idée qu'on sort finalement la santé de l'hôpital et on va à la rencontre des personnes discriminées pour saisir leurs besoins, discuter avec elles et les ramener vers un soin auquel ils ont droit. Je vais passer la main à Alix qui va expliquer comment les choses se sont passées plutôt à Marseille. Et puis, je reviendrai peut-être pour vous dire pendant la Covid, pardon. Et je reviendrai peut-être sur un petit point politique qui me semble important sur ce qu'il serait nécessaire de faire en cas de nouvelle pandémie et pour être très honnête avec vous aujourd'hui. Voilà. Je vous parle un peu d'une double casquette parce que je suis maintenant à la ville de Marseille sur la médiation en santé et l'accès à la santé. Mais avant ça, j'ai été médiatrice Covid pendant la pandémie et j'ai travaillé du coup, aussi dans une association sur un projet de médiation en santé. Donc, ce qu'on a vu apparaître pendant cette pandémie à Marseille, ce sont surtout des initiatives associatives, ce qui s'est traduit donc, par des actions d'aller vers et de médiation en santé. Ces actions partent d'un constat des inégalités marquées dans certains quartiers, renforcées pendant cette période, et notamment des inégalités d'accès à la prévention, à une information de qualité, au dépistage, au vaccin. Et donc, beaucoup d'associations faisaient déjà de l'aller vers et ont continué leur aller vers pendant la Covid-19. Mais il y a 2 projets en particulier à Marseille qui se sont créés. Et avant de vous en parler plus en détail, il y a des collectifs, notamment le collectif Nord Covid, qui réunissait plusieurs associations, des structures de santé et un hôpital qui s'est organisé pour mettre en place des centres de diagnostic et d'orientation dans les quartiers nord et populaires de Marseille, qui partait donc de ce même constat d'inégalité renforcée dans ces quartiers. Et donc, on a vraiment plus une approche territoriale et par quartier. On avait donc déjà une dynamique autour de l'accompagnement des personnes les plus vulnérables face à la Covid-19, avec un accompagnement médico-social. Et ce collectif a interpellé les institutions sur le manque d'action dans les quartiers qui étaient plus sévèrement touchés par la Covid-19. Et donc ensuite, à l'automne 2020, on a eu 2 projets qui se sont mis en place. Un projet porté par une association dans les quartiers nord qui avait déjà donc une existence plutôt militante dans ces quartiers, avec des acteurs associatifs et des médecins engagés sur le territoire, qui étaient déjà engagés avant la pandémie et qui étaient déjà engagés auprès de ces communautés. Et de l'autre côté, on avait un projet qui était porté par une association et un hôpital dans le centre et dans le sud de la ville, et qui travaillait également sur l'accompagnement médico-social autour de la Covid-19. Dans les 2 cas, les projets ont été soutenus par l'Agence régionale de santé. Et donc, les modalités d'action comprenaient un peu ce dont on a parlé dans les précédentes présentations, notamment avec une cartographie importante des quartiers d'intervention, donc avec des actions de repérage très régulières et des explorations. Voilà. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ces 2 projets qui se sont vraiment développés avec un ancrage territorial important ont été intégrés en 2021 dans un dispositif national qui s'appelait Medilac, médiateur de lutte anti-Covid, qui était chargé de proposer du dépistage dans les communes les plus touchées. Et ce qui diffère vraiment ici à Marseille sur ces 2 projets, c'est que en fait, ils ont gardé leur spécificité d'accompagnement médico-social qui n'existait pas sur le plan national.
Et les médiateurs en santé, pour faire leur aller vers, se sont appuyés sur des relais communautaires, c'est-à-dire des personnes qui habitent dans les quartiers d'intervention et qui sont identifiées par leur communauté, qui pouvaient plus facilement parler des sujets comme la Covid-19, notamment dans une période où les fausses informations autour de la Covid-19 circulaient, et qui sont surtout des symboles de confiance pour la population. Confiance qui est fondamentale dans la médiation en santé et les actions d'aller vers. Les médiateurs en santé étaient eux-mêmes d'origines diverses et ce qu'on voyait surtout qui fonctionnait à cette époque-là, c'était qu'ils parlaient différentes langues et que l'identification des populations passait beaucoup par là. Pour le dire très simplement, les populations arabes faisaient plus facilement confiance et allaient plus facilement vers les médiateurs qui étaient arabophones et pareil pour les populations comoriennes envers les médiateurs comoriens. Il a été plus difficile de travailler avec certaines communautés sur la question du Covid-19, notamment par exemple avec les communautés roms, malgré les relais communautaires qui étaient sur le dispositif. En termes de leçons apprises justement sur la pandémie et de manière générale dans les projets de médiation en santé, ce qui était le plus important, c'était notamment donc, les bénévoles et les relais communautaires qui permettaient ce lien de confiance qui est fondamental et qui sont vraiment la porte d'entrée dans les quartiers d'intervention. La question de l'équité reste très difficile à évaluer. Ce qui est sûr, c'est que ces projets ont permis de mettre en place un dialogue avec les différentes communautés et les différents quartiers, de travailler avec les personnes qui étaient éloignées des systèmes de santé. Ils n'ont néanmoins pas permis de rattraper évidemment les inégalités de santé existantes, les problèmes structurels étant bien trop importants. Ce qui est important à noter cependant, c'est que les projets de médiation en santé qui étaient mis en place pendant la Covid-19 ont continué, malgré la précarité de ces projets et leur absence de pérennisation. Et ces actions d'aller vers quotidiennes permettent donc d'avoir des médiateurs en santé dans les quartiers d'intervention de manière structurelle qui peuvent travailler sur les inégalités sociales de santé. Et ce qu'il en reste aujourd'hui, donc c'est une mise en lumière de la pertinence de la médiation en santé pour réduire ces inégalités de santé de manière générale, et donc une volonté des institutions de continuer à travailler sur la médiation en santé et l'aller vers, notamment la ville de Marseille qui vient donc de dédier un poste à cette question, avec comme entrée toujours plutôt une entrée sur la précarité, une entrée par territoire ou par thématique. Voilà, merci beaucoup. Je vais finir par juste répondre à une des questions, Santiago, que tu avais posée un peu comme guide pour ce séminaire. Tu avais dit « What is needed to strengthen the role of national and civil society actors to support an equitable… » Qui est nécessaire en fait pour renforcer donc le rôle des associations à ce niveau. Voilà, du coup, moi j'avais envie aussi d'être aussi franche et de rappeler que, en fait, chercher à améliorer les inégalités de santé dans les contextes des quartiers paupérisés qui rassemblent une grande population immigrée de première, deuxième, troisième génération, c'est avoir une politique nationale qui aujourd'hui ne va pas réprimer une population jeune qui est en train de s'indigner face à la mort d'un jeune homme par un policier. Je vous parle, vous connaissez tous l'actualité française aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut dépolitiser les choses et se dire qu'aujourd'hui, espérer avoir une confiance envers des populations discriminées, c'est aussi prendre en compte avec quel contexte politique on est capable d'agir. Je pense que dans les pays respectifs dans lesquels vous travaillez, il y a des enjeux politiques auxquels vous êtes confrontés et qui sont aussi des éléments limitants dont il faut être conscient. Voilà.
Merci Ashley, merci beaucoup de m'avoir rappelé cela et de l'avoir rappelé à tous. Maintenant, je vais demander à Maddy de bien pouvoir partager son écran. Ah oui, merci. Je vais juste remettre la batterie. Bonjour à tous, quel que soit mon nom est Mathieu. En fait, je travaille dans l'ouest de Londres et je vais vous parler en fait de la communauté, de son engagement et de sa préparation donc par rapport à notre expérience donc dans l'ouest de Londres. Et j'aimerais aussi parler donc de toute la recherche donc, qui a été faite à ce niveau et je vais vous donner un petit peu le contexte. Voilà, Ealing, donc c'est une commune de Londres qui se trouve ici en haut dans cette carte. Donc, vous voyez Ealing, il y a 367 000 habitants et il y a 7 villes différentes et nous faisons partie donc de la communauté de Londres et du Grand Londres. Et comme je vous l'ai dit, il y a 367 000 habitants et nous avons aussi des personnes qui sont reprises dans différents quartiers, en fait, avec différentes rues principales et résidentielles. Et en fait, ce sont des résidents qui s'identifient par rapport à la situation géographique d'où ils se trouvent dans les communautés. Et c'est quelque chose, en fait, dont on a appris l'existence il y a très peu de temps. Nous sommes une population extrêmement diverse à Ealing. Il y a différentes communautés, donc en Angleterre, au Pays de Galles, et c'est une population qui s'appelle de super diversité. Et en plus, nous voyons qu'il y a en fait le statut de l'immigration, en fait la question du marché du travail qui est très instable, la question du genre. En fait, cela crée aussi toute une série de diversités au niveau des situations. Il y a plus de 170 langues parlées dans ces communautés, dans les écoles. Donc, Ealing a une communauté extrêmement riche et par rapport aux festivals culturels, par rapport aux différentes foi professées. Et ce sont en fait toute une série de questions qui sont très diverses et importantes par rapport à ces différents secteurs et qui représentent donc toute une série de foi et de religions. Et nous sommes donc à la 80e place par rapport aux 326 zones qui sont les moins favorisées en Angleterre. Et il y a aussi une espérance de vie de 6 ans et demi en moins pour les hommes et 4 années et 6 mois pour les femmes. En fait, dans la plupart de ces communautés, 20% ne parlent pas l'anglais. Et en fait, il y a toute une série de problèmes par rapport dans 3 de nos villes, Southall, Northall et Acton, en fait, à l'ouest de la communauté. Et comme vous le voyez ici sur la carte, et Acton, donc, qui se trouve plus à l'est de notre comté. Et c'est une population qui est défavorisée et privée de toute une série de choses. Et pour vous donner en fait un peu un contexte historique par rapport au Royaume-Uni, en fait, il y a en fait comme une politique centrale au niveau des Royaumes-Unis qui a divisé les choses par rapport au niveau économique, social, par rapport à tout ce que nous avons vécu en fait durant la période COVID. Et tout cela existait déjà auparavant, mais maintenant c'est bien en fait accru et nous voyons donc comment on va partager les choses par rapport à l'éducation et par rapport aux conséquences à ce niveau et par rapport aux problèmes que nous avons euh, par rapport à ces différentes communautés et tout ce que l'on voit. Et nous avons en fait
une histoire bien particulière à Ealing par rapport à ces questions et la question de la population d'Ealing, parce que en fait, c'est une commune qui fournit beaucoup en fait de produits alimentaires dans Londres, et il y a beaucoup de travailleurs qui ne sont pas qualifiés et qui travaillent dans cette industrie et qui s'occupent en fait de l'emballage, et cela occupe beaucoup de personnes, et c'est en fait une des personnes, ces personnes ont été très touchées pendant la crise de la COVID. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui travaillent aussi à l'aéroport de Heathrow. Et c'est en fait, Hounslow est un de nos comtés proches de Ealing. Et en fait, ces différentes économies ont été vraiment touchées par la COVID-19. Et nous avons vu, je pense que ça vous donne un peu le contexte à ce niveau à propos de nos communautés et de l'engagement des communautés. Donc, je vais maintenant vous parler d'autres choses à ce niveau. Et pendant la COVID et comment on peut répondre au niveau des villes, les personnes parfois ne s'identifient pas avec les communautés au niveau géographique, avec les différentes villes, les 7 villes, mais la population, nous reconnaissons que les personnes s'identifient avec d'autres communautés, donner la pluralité d'identités qu'elles ont. Il y a une intersectionnalité entre ces identités. En tant qu'être humain, nous nous identifions avec plusieurs aspects de notre vie, nos identités, nos histoires, et ceci joue un rôle dans notre appartenance à une certaine communauté. Et on demande aux communautés de parler de cette expérience et voir comment les personnes s'engagent. Et ensuite, il y a aussi des défis au niveau de la confiance. Il y a des obstacles à Londres au niveau de la confiance dans le SNS et des autorités gouvernementales. Et il y a des difficultés à pouvoir juste à utiliser ce terme de communauté, parce que les communautés sont très diversifiées et parfois elles s'identifient avec certains points et pas d'autres points de cette appartenance à une certaine communauté. Et l'engagement, le contexte, il y a une fatigue de consultation de contexte, les personnes n'apportent pas de feedback, elles ne répondent pas aux questions, il y a très peu de réponses et il y a un manque de pouvoir et d'influence, et parfois elles pensent que le système ne répond pas à leurs besoins, et parfois c'est fragmentaire et le travail est mené en silo. Donc, il y a beaucoup de travail qui est mené depuis la pandémie pour changer la façon de faire cet engagement communautaire, et le travail présent est beaucoup plus vaste qu'avant. Et nous essayons de trouver des modèles de développement qui sont basés sur les actifs et pas sur les déficits. Et ceci est devenu le concept de coproduction, c'est un mot en vogue, et ceci est central pour le mode comme on développe l'engagement communautaire. Et d'une certaine façon, le gouvernement local essaye de décentraliser le pouvoir et le contrôle et le céder aux communautés. Et dans nos discussions, on
essaye de voir comment autonomiser les communautés pour pouvoir prendre la responsabilité du travail qui est mené, comment investir dans les membres de la communauté pour identifier aussi les besoins de formation et de compétences. Quelques exemples que je vais partager avec vous un peu plus loin vous diront quelque chose là-dessus. Et nous devons justement en Angleterre développer ce type de stratégie et on travaille sur ces stratégies pour s'assurer que ces engagements ont lieu et comment on peut améliorer l'efficacité du système dans ces communautés pour créer l'équité en termes de santé. Et les aider à prendre part dans la prise de décision. Alors, cet engagement communautaire, on essaye d'aller voir les résidents et le gouvernement local, le SNS, va voir les membres de la communauté, les inviter à des événements et on va voir les groupes déjà existants, des réseaux et participer avec des membres de communauté pour faire part de ce qui se passe et pour les attirer pour participer à des événements et discuter des problèmes qui les affectent. Et au niveau local, on connaît les communautés. Il y a des membres de la communauté qui sont plus faciles à atteindre, mais les communautés aussi changent et on fait de plus en plus de travail pour aller vers les communautés et pour chercher des partenaires. Il y a différents niveaux de l'expérience et dépendant du niveau du modèle de développement au niveau de la santé, et on essaye de se baser sur les faits, les preuves, et nous sommes très positifs en termes de l'engagement et nous avons un plan local qui a été récemment mis en place et qui concerne 20 ans de développement et de recherche. Et pour la couverture, nous avons un engagement communautaire, nous avons un forum et des réunions pour les dirigeants et nous avons donc des personnes qui sont basées sur une certaine région plutôt que dans les 7 villes. Et nous avons 4 régions et qui ont fait face à la COVID et on travaille de près avec nos collègues du système de la santé et nous avons de nouveaux partenariats qui n'existaient pas avant. Et ce qui compte en termes d'engagement communautaire, c'est la conversation bidirectionnelle et avoir une bonne entente entre le système et la communauté pour identifier les dichotomies et pour leur faire voir qu'on travaille tous ensemble. Et on essaye de penser à d'autres façons de nous engager l'acceptation dans les communautés pour utiliser les technologies en ligne. Et c'est quelque chose que nous valorisons beaucoup. Et nous avons fait beaucoup d'ateliers pour renforcer l'engagement communautaire et une relation moins transactionnelle et plus relationnelle. Et j'ai ici une diapo sur la stratégie pour vous montrer le type de communauté, les
dispositifs, les réseaux avec lesquels nous travaillons, la ligne de front, les forums, les structures, les forums confessionnels et une consultation personnalisée. Et notre engagement communautaire pendant la COVID, c'était pas parfait, mais la communauté a eu un rôle clé dans la réponse, le rôle des dirigeants communautaires, et il est très important d'avoir la confiance des personnes et des conversations bidirectionnelles pour avoir un retour et un feedback de la part des personnes intéressées. Et l'engagement des résidents dans le VCF sur le travail bénévole, communautaire et confessionnel. Et sur la base des résultats, on travaille pour renforcer la confiance et les relations de confiance. Et on s'engage avec les communautés locales et on a des groupes de travail. Et le travail d'engagement communautaire n'est pas réduit à notre équipe d'engagement communautaire, mais on élargit la portée de notre travail. Et ça, voilà ma dernière diapo. Quel type d'engagement communautaire devons-nous mettre en place en termes de préparation à la pandémie? Et il est important de soutenir cette préparation à la pandémie. Il faut que cet engagement communautaire soit fait correctement pour renforcer la confiance et la relation des personnes avec les responsables. Nous avons aussi de la recherche menée au niveau local et des structures communautaires qui doivent être révisées et qui avaient été créées lors de la pandémie. Il faut travailler de façon critique sur les réponses et s'engager avec les communautés et avoir des dialogues continus pour arriver aux meilleures solutions et aller vers les communautés. Et nous avons des plans et l'expertise en termes d'engagement communautaire. Nous faisons une planification, mais on s'engage aussi sur la gestion des risques et il faut mobiliser ces actifs d'engagement le plus vite possible et on va se baser sur le partenariat de travail pour avoir un engagement communautaire plus important et pour arriver à l'universalisme, pour nous guider. C'est une idée académique d'un professeur en épidémiologie au Royaume-Uni. Et il faut faire quelque chose au niveau universel, mais au-delà de cela, il faut satisfaire les besoins proportionnels et voir comment faire face au niveau des régions et comment assurer l'engagement communautaire pour que tout le monde s'engage et tout le monde soit informé et aussi participe à des débats et pour concentrer les ressources pour qu'on puisse avoir des ressources pour renforcer le système. Et l'engagement communautaire est coordonné avec le gouvernement et dans notre système.
Et c'est pour cela qu'on a construit un nouveau plan centré sur les actifs de la communauté. J'espère que ceci vous sera utile. Je vous parle maintenant de la santé et du bien-être et de la stratégie pour les renforcer. Merci, Madi. Je m'excuse, nous n'avons plus de temps pour engager une discussion avec les membres du panel, mais nous pouvons garder le contact avec les conférenciers. Nous avons les présentations que nous allons distribuer, les partager. Si vous tapez socializescience.org, vous pouvez inscrire vos réactions. Dites-nous si vous avez trouvé ce webinaire intéressant, si le format vous a convenu. Et pour résumer, nous avons écouté les 3 orateurs et les 4 présentations qui ont montré différentes priorités, différents acteurs engagés dans l'engagement communautaire, mais ils ont tous parlé de la nécessité de nous adapter à la diversité plutôt que des actions individuelles. Il faut aussi faire attention au pouvoir. Et l'élément fondamental, c'est la confiance dans la construction de ces relations et aller au-delà de cette notion d'engagement communautaire et montrer que tout le monde a la responsabilité de créer l'engagement, pas seulement les responsables. Et il faut aussi s'attaquer aux questions structurelles et engager dans les conversations avant la flambée de l'épidémie. Donc, il faut trouver quelles sont les ressources nécessaires pour s'engager dans cette préparation à la pandémie. Je m'excuse de devoir terminer le webinaire maintenant. Je remercie tous les conférenciers. C'était très intéressant et nous allons garder le contact. Merci à tous. Merci, au revoir.